Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode des Mercredis de l'export, qui est une série de webinaires lancés par le programme Expan Africa. Donc Expan Africa est un programme de Connectinov qui a été lancé en juin dernier, en juin 2024, et qui a pour principal objectif d'aider les startups et les PME tunisiennes qui opèrent dans le domaine de la health tech à partir vers les marchés, du continent africain, et à, mieux se structurer à l'international. Et donc pour cette première cohorte, ce programme, il est financé, par l'AFD, mis en œuvre, par Expertise France avec le projet Qawef. Et donc, aujourd'hui, c'est, le troisième épisode, de cette série et donc après avoir abordé, les défis et les opportunités de l'internationalisation vers le marché africain, puis on a mis en évidence, comment la Tunisie offre, les différents outils et instruments aux entrepreneurs pour les aider à partir à l'international et surtout vers le marché africain. Aujourd'hui, donc, on va aborder, un aspect beaucoup plus stratégique, beaucoup plus structuré, qui est, de comment s'organiser pour s'internationaliser vers l'Afrique et comment élaborer une stratégie d'internationalisation efficace. Et donc pour ce panel, on est très ravis et très honorés, d'avoir avec nous, 3 experts du domaine. Madame Houaïda Rabbi, qui est présidente, du groupement d'intérêt, économique 100 féminin, WITIC. Madame Houaïda, si vous pouvez, présenter, un peu votre parcours brièvement? Merci. Tout d'abord, je vous remercie et je remercie Connectinov pour ce webinaire très important. Moi, j'ai la casquette aujourd'hui de présidente de WITIC, qui regroupe des entreprises opérant dans le domaine d'éthique, mais qui sont 100% féminins. Ce groupement a été créé dans le cadre d'un projet oui, c'est un projet PEMA qui était géré par la GIZ. L'idée de vraiment aider les femmes à s'organiser et à aller vers l'export ensemble. Et donc, l'autre casquette aussi, je suis la directrice générale et la CEO d'une entreprise opérant dans le digital learning depuis la Tunisie, donc aussi on exporte vers l'Afrique et vers l'Afrique subsaharienne, hein, et vers d'autres pays. Donc, voilà, c'est juste en 2 mots, voilà, une petite présentation. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. On passe à monsieur Christian Gequinou, qui est managing partner de Fanaka, Co. Bonjour Christian. Oui. Oui, bonjour à tous. Donc, Christian Jacquinon, je suis directeur associé de Fanaka Co. Fanaka, on est une organisation qui travaille sur le développement du secteur privé en Afrique. On travaille principalement sur comment on accompagne des politiques publiques efficaces pour créer un secteur privé fort et résilient sur le continent africain. Donc, on accompagne à la fois les gouvernements, mais on travaille aussi avec des partenaires au développement, donc des bailleurs de fonds, des agences de coopération. On travaille aussi avec beaucoup d'entreprises, notamment pour les aider à se développer sur le continent, pour les aider à se déployer de façon efficace sur le continent africain. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Merci Christian, nous sommes tout aussi ravis et last but not least, monsieur Moaz Ammar, qui est conseiller en exportation et accompagnement à l'international. Bonjour si Moaz. Bonjour, merci pour cette invitation. Je me présente, je m'appelle Moaz Ammar. Donc, j'ai 25 ans d'expérience entre industrie, commerce et conseil. Actuellement, je suis conseiller en exportation et en accompagnement à l'international, principalement sur l'Afrique. Je gère un cabinet à Tunis et un autre à Dakar.
Notre mission principale, c'est d'accompagner les entreprises qui souhaitent partir à l'international dans toutes les phases de structuration et d'accompagnement des entreprises. Voilà, en gros. Merci. Merci Simoise. On est aussi Merci. ravis d'avoir en modération et aux commandes de ce beau panel, donc Dr Wefe Pchil, qui est la cofondatrice et senior partner de Connectinov. Donc Wefe, je pense sans plus tarder, on peut commencer. Oui, merci beaucoup Shema, merci pour cette belle introduction et je suis ravie d'avoir à nos côtés donc Madame Rouaïda, Monsieur Moaz et Monsieur Christian. C'est toujours un plaisir d'avoir l'avis d'experts dans des domaines bien précis et de partager toutes ces informations avec les start-upers, les directeurs de PME et tout potentiel entrepreneur qui pense à l'export et se pose encore certaines questions. Et aujourd'hui, on va focaliser justement sur la stratégie, en fait, comment se préparer pour partir, parce qu'on ne peut pas se lancer dans cette aventure sans des préacquis, sans une préparation, un minima d'informations et surtout être bien accompagné et bien renseigné. On va structurer donc cette discussion en 3 axes et on va commencer par le premier autour de la compréhension du marché cible et de la préparation du terrain. Et je me tourne vers Christian. Christian, toi qui sillonne l'Afrique donc, et qui accompagne plusieurs projets en Afrique. Donc, avant d'entamer ce process d'internationalisation et se lancer donc, sur le marché, quelles sont les choses vraiment à maîtriser, à comprendre? Il y a plusieurs façons en fait, d'entrer sur un marché. On peut y aller pour s'implanter, ouvrir une filiale, trouver un partenaire, trouver un distributeur. Bah, comment s'y prendre? Comment déterminer vers quelle voie déjà on se tourne comme modèle économique d'internationalisation? Le micro, Christian. C'est bon? Oui, là, c'est beaucoup mieux. OK, super. Donc, merci beaucoup. Effectivement, le choix du modèle pour entrer sur le marché va dépendre de différents critères. Enfin, ça va dépendre à la fois de critères qui sont liés à l'entreprise, des critères qui sont liés au produit, des ressources aussi qu'on a. Donc, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Peut-être quelques points à garder en tête. On peut déjà regarder la maturité du marché qu'on est en train de cibler. Quand on est sur un marché moins développé, par exemple, on peut envisager un partenariat local. C'est beaucoup plus intéressant pour naviguer dans l'environnement commercial. On peut aussi regarder tout ce qui va concerner les réglementations locales. Enfin, il y a quelques pays, par exemple, il y a certains pays qui vont imposer des restrictions sur tout ce qui est propriété étrangère. Donc, c'est très difficile de rentrer sur ce marché-là de façon simple. Donc, naturellement, on va se diriger vers un modèle où il va falloir qu'on fasse une franchise ou un partenariat avec un acteur qui est déjà présent sur le marché. On va regarder aussi les ressources financières parce que l'exportation, la franchise nécessite moins d'investissement que la création d'une filiale. Donc, si on n'a pas énormément de ressources, peut-être que ce n'est pas une très bonne idée de commencer à envisager tout de suite de créer une filiale dans le pays. On va regarder aussi quel est le niveau de contrôle qu'on souhaiterait avoir sur les opérations, sur certains sujets, sur certaines entreprises. C'est important d'avoir un contrôle total, peut-être pour des questions de brevet, par exemple. C'est important d'avoir un contrôle total sur les opérations. Donc, si on veut avoir un contrôle total sur les opérations, on est obligé de passer par une sorte de filialisation, de créer une filiale dans le pays. Si par exemple aussi on a un produit qui n'est un produit ou un service d'ailleurs qui est complexe, parce que parfois les solutions de health tech peuvent être complexes, donc là ça va nécessiter une présence forte sur le marché. Donc ça va demander par exemple soit d'avoir une filiale ou d'avoir un partenaire avec lequel on va beaucoup travailler, parce que c'est pas juste un effort commercial qu'on doit faire. Sur certains produits ou certains services également, les questions de vitesse d'entrée sur le marché peuvent être importantes. Donc, on va plutôt voir si on va prioriser de l'exportation, par exemple,
Après, il faut tenir compte à la fois des questions de propriété intellectuelle ou même de besoins en fait, de connaissance du marché local. Et c'est des éléments qui vont nous permettre, si on ne maîtrise pas suffisamment, si on a un manque de familiarité, par exemple, avec le marché, c'est mieux de se tourner vers un partenariat ou vers une franchise. Mais quand on connaît plutôt très bien le marché, on peut envisager de s'implanter. Donc, voilà quelques points qu'on peut avoir en tête en termes de choix de modèle. Donc, il faut tenir compte de ces différents critères-là liés à la fois à la nature du marché qu'on est en train qu'on est en train de viser, tenir compte des réglementations, tenir compte des ressources qu'on a, tenir compte du niveau de contrôle qu'on souhaiterait avoir, de la complexité du produit ou du service, des éléments de propriété intellectuelle, etc. Voilà ce que je peux dire sur ce premier point. Très bien. Donc, si j'ai bien compris, en fait, c'est assez complexe, hein. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et c'est du cas par cas, en fin de compte. Donc, et là, on va aller encore plus dans le détail de cette stratégie et de la préparation avec vous, Monsieur Moaz. Donc, c'est ce choix de modèle, comme déjà donc, indiqué par Christian. Donc, il est lié déjà à des choses intrinsèques du porteur du projet. Donc, lui-même, il en est où? L'environnement, dans le marché dans lequel il y va, mais les facteurs macroéconomiques, en fait, qu'on doit vraiment prendre en considération politique, économique, sociale, technologique, est-ce que ça influence vraiment ce choix et comment prendre ça en considération, en fin de compte? Le micro, toujours. Désolée, je coupe les micros à chaque fois pour les interférences, donc n'oubliez pas de réactiver. Voilà, vous m'entendez maintenant. C'est bon? Allô? C'est bon? D'accord. Oui, c'est bon. Donc, tout d'abord, avant de parler des facteurs macroéconomiques, j'aimerais bien citer quelques points sur lesquels doit se reposer une stratégie. Et avant même de bâtir une stratégie, il faut tout d'abord vérifier quelques points qui sont la taille du marché et son potentiel de croissance. Vous savez maintenant que l'Afrique compte 1,4 milliard d'habitants et cette population devrait atteindre les 2,5 milliards d'ici 2050. Donc, ce n'est pas simplement un chiffre, c'est une opportunité immense, notamment avec la croissance de la classe moyenne, particulièrement dans les pays comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud. Ensuite, il est crucial de comprendre la concurrence. Quels sont les principaux acteurs déjà en place? Quelles sont leurs parts de marché et surtout comment se différencient-ils? Une bonne stratégie d'entrée doit forcément tenir compte de tout cela. Et bien sûr, on ne peut pas ignorer le comportement du consommateur, qui est différent généralement du marché là où on opère d'habitude. Chaque pays africain a ses spécificités culturelles et ses préférences locales. Par exemple, l'usage du mobile est extrêmement répandu sur le contenu, sur le continent africain. En 2022, plus que 50% de la population africaine avait accès à un téléphone mobile, ce qui a ouvert la voie à des secteurs comme le mobile banking, particulièrement en Afrique du Sud. Maintenant, si on parle des facteurs macroéconomiques qui influencent le choix du marché, on fait illusion à l'analyse Pestel. Si on voit le côté politique, la stabilité politique est évidemment un élément clé dans le choix de marché et dans l'élaboration d'une stratégie de pénétration de marché. Certains pays comme le Rwanda offrent un environnement stable et attractif pour des affaires. D'autres, malheureusement, peuvent être volatiles. Et on a vu des cas de tensions politiques euh, qui ont éclaté il y a 2 ou 3 ans, du côté surtout du Mali, de la Burkina et d'autres. Il y a le facteur économique, où on doit évaluer le taux de change, l'inflation, le pouvoir d'achat, qui sont des facteurs déterminants dans le choix d'un marché. Par exemple, des économies comme le Kenya ou l'Éthiopie affichent une croissance de plus que 5%.
ce qui est très prometteur dans le choix d'une internationalisation vers ces marchés-là. Il y a aussi le côté social où la démographie de nos jours, la démographie en Afrique affiche un développement spectaculaire. La démographie africaine est une force de nos jours. Plus que 60% de la population est âgée de moins de 25 ans. Cela signifie que les entreprises ciblent les jeunes ont vraiment un avantage. Le côté technologique est aussi extrêmement important. L'innovation numérique progresse à pas géant et on voit parfois euh, des, euh, des cas comme le cas de la téléphonie, on a dépassé la mise à niveau de la téléphonie fixe vers l'évolution de la téléphonie mobile. Euh, des, euh, des fintechs comme Flutterwave en Nigeria illustrent bien cette tendance. Ils ont bien pu tirer profit des avantages, des facteurs technologiques dans ce sens. Et enfin, il y a les facteurs environnementaux et légaux où parfois on est bloqué dans un marché quand il y a vraiment des barrières environnementaux et légaux. Il faut s'assurer que les régulations locales ne posent pas trop de barrières à l'entrée et que l'on opère en respectant les normes environnementales. Très bien. On va essayer de ne pas faire trop peur à nos participants parce qu'on n'arrête pas d'énumérer des barrières, des préparatifs à faire. C'est possible, hein, donc il y en a ceux qui l'ont fait et on est là pour aider à le faire. C'est juste, on met l'accent. Donc, Monsieur Moraz et Christian, là, ils ont mis vraiment l'accent sur le fait que il ne faut pas y aller en tâtonnant, en fait. Il y a des choses à prendre en compte et à regarder. C'est pour minimiser les risques qui existent et qui existeront, Juste un, mot- mais on... juste un mot, Wafé, ce n'est pas pour faire peur, mais généralement, on part d'un marché classique qu'on connaît très bien et on ne fait pas vraiment très attention à ces points-là. Et généralement, sur des statistiques, si on se base sur des statistiques, la majorité des entreprises qui ratent leur sortie sur le marché international est due au fait qu'on n'a pas vraiment vu ces points-là avant de partir. Donc, il est important de les voir et de les étudier avant d'aller. Très bien. En fait, on est d'accord déjà pour se lancer dans des projets d'entrepreneuriat localement, il faut une préparation en amont, mais aussi pour partir à l'international, il faut être prêt et ne pas y aller pour découvrir sur le tas. Et je me tourne du coup vers Madame Rouaid, donc pour une demande de partage du parcours que Wittik a eu donc dans cette aventure de la conquête du continent africain. Donc, vous, c'est déjà vous, par votre propre société, vous êtes plus dans les domaines d'éthique, mais aussi chez Wittik, c'est un domaine couvert. Mais c'est quoi que vous avez identifié comme opportunité, comme défi pour aller donc à la rencontre du marché africain? En fait, j'ai juste voulu souligner que la création même de Wittik était, donc, on avait comme objectif et comme stratégie d'aller vers l'Afrique subsaharienne. Donc, c'est aller ensemble vers l'export et vers des marchés d'Afrique subsaharienne. Donc, c'était l'objet même de notre création. Pour cela, on a été accompagnés. Donc, la préparation, c'était très important en tant qu'entrepreneur, mais aussi pour comprendre les pays cibles, quels sont les pays en Afrique, parce qu'il n'y a pas l'Afrique, comme vous le savez, c'est des pays, chaque pays a sa vérité, sa propre culture et environnement. Donc, il y a eu des rapports, il y a eu des études qui ont été faites. Comme vous savez, je ne sais pas, juste pour citer, on était 4 consortiums femmes, donc créées dans le cadre du programme. Et pour chaque consortium, il y a eu une étude. Une étude a été faite pour identifier quels sont les pays qui pourraient nous intéresser le plus, qui sont vraiment donc
on est en adéquation, nos offres peuvent apporter une valeur ajoutée dans ces pays-là. Donc, on a shortlisté des pays et à partir de là, donc, on a identifié des événements, on a organisé des missions B2B, on a fait un planning qui a été par la suite appuyé par la GIZ pour l'implémentation du plan d'action, c'est clair. Mais c'était pas, donc c'était réfléchi parce que c'est vrai au niveau macroéconomique, il y a des agrégats de base, la stabilité économique, la croissance, la pénétration, au niveau des services mobiles et Internet et tas d'autres indicateurs. Mais aussi, c'était aussi, la question était de voir aussi nos offres et la maturité de nos offres par rapport à ces pays-là. Et à partir de là, donc, choisir les priorités, les pays prioritaires et aller. Parce que, en fait, au départ, il faut y aller, il faut comprendre la réalité du terrain, avoir le feedback, parce que même si on a des rapports et on est accompagné par des experts, rien ne vaut le fait d'être sur place, en face des clients et de présenter notre offre, nos services. Et c'était très enrichissant et ça nous a permis de comprendre plus l'intérêt de ces marchés pour nos entreprises, aussi de réfléchir par rapport à l'adaptation de certains produits pour répondre à des besoins spécifiques qu'on a pu rencontrer sur place. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai Très bien. répondu. Est-ce que... Non, mais parfait. Vous avez bien respecté du coup la stratégie de préparation dont on est en train de parler lors de ce webinaire. C'est pour ça, dans le cadre de Expan Africa, l'appel à candidature, il est ouvert jusqu'au 30 septembre et par la suite, suite à l'accompagnement et les prises de rendez-vous de B2B, on va emmener 5 PME et startups en Mauritanie et 5 PME et startups au Sénégal à la rencontre des potentiels partenaires commerciaux. Et c'est la même philosophie, il faut y aller sur place aussi, mais en se préparant en amont. Vous avez parlé du secteur d'éthique, vous avez parlé de la spécificité de chaque marché. Ça me prépare à la prochaine question avec Christian par rapport à cette spécificité et ces secteurs. Y a-t-il des tendances, au fait, selon ce que vous avez vu avec le recul ces derniers temps, dans le paysage de l'Afrique subsaharienne, c'est quoi les différents secteurs qui façonnent actuellement ce paysage-là? C'est vraiment pour préparer aussi le terrain pour nos start-upers, pour les guider, pour les tendances et l'orientation. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci pour la question. Il y a effectivement quelques secteurs, quelques tendances qu'on observe, notamment grâce à un croisement entre les contraintes que les populations rencontrent et la technologie. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de solutions de santé mobile parce que l'adoption rapide des smartphones. Il y a des smartphones de moins en moins chers, notamment de marques asiatiques, qui permettent aux populations de pouvoir accéder à des applications. Donc, ça favorise le développement de solutions de santé mobiles. Ça permet aussi d'avoir accès à certains soins, même en étant dans des zones reculées, de pouvoir faire de la consultation à distance. D'ailleurs, donc, la télémédecine, c'est aussi une autre tendance qui est très forte, qui a d'ailleurs été accélérée par la pandémie qu'on a connue, puisque avant ça, c'était plutôt niche, c'était réservé à certaines catégories de personnes. Et assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire de la téléconsultation grâce à un téléphone portable. Ça permet aussi de combler le déficit de personnel médical. Bon, le déficit n'est pas entièrement comblé, mais le fait de pouvoir faire de la télémédecine, ça permet à des populations qui sont dans des zones extrêmement éloignées de pouvoir accéder à des consultations de spécialistes, parce qu'il n'y a pas énormément de spécialistes. On ne trouve pas des neurologues ou des cardiologues dans des régions extrêmement reculées. Donc, le fait de faire de la télémédecine, ça permet, grâce à des dispensaires qui sont dans ces zones-là, de pouvoir accéder quand même à des consultations de spécialistes. Donc, ce n'est pas de la télémédecine telle qu'on pourrait l'imaginer dans un pays
très développées. Donc, les patients ne sont pas forcément chez eux ou chez elles. C'est parfois aller quand même dans un dispensaire, mais pouvoir accéder à une téléconsultation qui est opérée par un médecin qui est plutôt dans la capitale ou dans une ville beaucoup plus grande. Voilà. On a aussi tout ce qui concerne les chaînes d'approvisionnement pharmaceutique, donc c'est des questions de logistique, parce que dans beaucoup de pays, on a énormément de problématiques de contrefaçon des médicaments. Et le fait justement d'avoir ces contrefaçons-là, ça a permis, enfin, le fait d'être confronté à ces problématiques de contrefaçon, la technologie a permis de mettre en place des solutions de traçabilité avec de la blockchain. Il y a une entreprise au Ghana qui s'appelle M-Pharma, par exemple, qui, grâce à des QR codes sur des médicaments, permet de vérifier est-ce que c'est un médicament contrefait ou est-ce que c'est un médicament qui est plutôt bien pour la santé. On a aussi beaucoup de solutions dans la fintech, mais pour la santé. Donc, c'est plutôt des solutions de micro-assurance pour faciliter l'accès à des soins de santé, donc, ou alors des solutions pour permettre à des personnes de la diaspora, de la famille dans la diaspora, de payer pour des soins de santé pour des populations qui n'ont pas forcément la possibilité de payer elles-mêmes. On a aussi l'utilisation de drones, notamment pour la livraison au dernier kilomètre. Ça, c'est vraiment pour soit le transport de sang, c'est des choses qui sont utilisées, ou même aussi pour la livraison de médicaments dans des zones reculées. Il y a une entreprise américaine, californienne, qui s'appelle Zipline, qui a commencé à se développer à la fois au Rwanda d'abord, mais dans d'autres pays aussi, en Côte d'Ivoire et dans beaucoup d'autres pays. Et donc, c'est des solutions, bon, c'est des choses qui paraissaient très éloignées des réalités des populations il y a quelques temps, mais c'est des choses qu'on observe aujourd'hui de plus en plus. On a aussi des solutions de gestion hospitalière, donc qui sont développées par des boîtes, des entreprises, des boîtes de développement dans les pays et qui permettent d'avoir des solutions qui sont moins lourdes que des solutions internationales ou importées et qui permettent de gérer des hôpitaux, de gérer des pharmacies, donc d'avoir des solutions de gestion adaptées à la fois aux configurations dans lesquelles les populations se retrouvent. On a aussi, on commence à avoir de la fabrication locale de matériel médical, donc il commence à y avoir une industrie. Tout ça aussi a été beaucoup propulsé par la pandémie. Donc les populations, enfin les gouvernements de certains pays se sont rendus compte de la forte dépendance vis-à-vis de l'international. Donc il commence à y avoir à la fois de la fabrication de médicaments, mais également de la fabrication de matériel médical. Et peut-être pour finir, on commence à avoir aussi beaucoup de solutions préventives de santé. Plutôt que d'être uniquement dans le curatif, on commence à avoir des solutions sur le bien-être avec l'apparition des dispositifs connectés, le Quantify Yourself, enfin, c'est des choses qui commencent à se développer. Et très, très récemment, on commence à entendre parler de l'intelligence artificielle dans la santé. Bon, ça, c'est encore je pense que c'est des choses qui vont beaucoup se développer dans les prochaines années, mais pour le moment, on en entend à peine parler. Et donc, les médecins plutôt, le personnel de santé commencent aussi à s'intéresser beaucoup à cette thématique. Parfait, Christian. Et c'est super. En plus, tu as mis l'accent sur la santé. C'est top parce que nous, on est dans le domaine de la health tech. Mais aussi, on peut élargir pendant ces webinaires généralistes. Là, on est encore dans les webinaires généralistes health tech, mais aussi on peut. Non, c'est très bien pour la santé. Donc les tendances aussi vont, j'imagine, vers l'agri-tech, vers ce genre de choses. Et la health tech, c'est très demandé, comme tu viens de le souligner. Et on a entendu parler de ces projets jusqu'en Tunisie. Donc, ça veut dire que c'est vraiment impactant notamment la boîte, donc l'entreprise qui fait les drones. Donc, il y a eu aussi donc le support d'un bailleur de fonds qui a soutenu Wide pour ce genre d'initiative. Donc, c'est très bien et c'est prometteur et ça nous permet de passer rapidement au deuxième axe donc, de discussion. C'est vraiment comment se préparer à affronter les risques et les défis. Parce que c'est bien beau tous ces challenges qui attendent les porteurs de projets, mais comment s'y préparer en prenant en compte qu'il y a des risques et qu'il y a des défis et qu'il faut les surmonter. Donc, Monsieur Moaz, si on prend le secteur de la santé spécifiquement, et là, Monsieur Christian, il nous a vraiment parlé de choses intéressantes et qui sont bien développées en plus en Tunisie.
Donc, c'est prometteur pour nos porteurs de projets. Donc, c'est des choses très demandées et très tendance, entre guillemets, dans plusieurs pays africains. Donc, c'est quoi les défis et les risques qui sont là dans le domaine entrepreneurial? Et tout à l'heure, vous avez parlé du risque de l'entrée d'un nouveau marché, donc sortir de sa zone de confort, de son pays initial pour aller dans un autre pays. Donc, comment élaborer un plan de gestion des risques et minimiser les imprévus lors de l'implantation ou la mise en place de nouveaux partenariats? D'accord. Merci, Wafé. Bon, on va parler au départ des risques qui existent. Concernant les risques et les défis, lorsqu'on envisage d'entrer dans un nouveau marché, on ne peut pas négliger les risques qui y sont associés, cela va de soi. Dans le secteur de la santé, par exemple, ces risques peuvent même devenir des opportunités pour l'innovation. Donc, les risques ne sont pas toujours vus comme des entraves, mais ça peut être des opportunités. Quels sont ces risques qui existent? D'abord, il y a des risques politiques. En Afrique, certaines régions connaissent encore des instabilités. Des exemples récents incluent des coups d'État et des conflits internes en Afrique de l'Ouest. Ces bouleversements peuvent affecter directement l'activité des entreprises internationales en modifiant les réglementations ou en perturbant même les chaînes d'approvisionnement. Ensuite, il y a les risques économiques comme les fluctuations de devises, comme celles observées avec la naira nigérian ou la livre égyptienne, peuvent rendre vos opérations imprévisibles et affecter la rentabilité d'une entreprise. Il y a les risques culturels. Les risques culturels sont également cruciaux. Une approche mal adaptée aux réalités locales peut entraîner des échecs. Et on a vu beaucoup d'exemples dans ce sens. L'une des clés du succès et de comprendre les subtilités culturelles, comme l'importance des réseaux communautaires euh, ou des structures sociales dans certains pays comme le Sénégal. Enfin, il y a les risques sanitaires. Prenons l'exemple des pandémies. La crise Covid-19 a montré à quel point les entreprises doivent être prêtes à réagir rapidement. Et on a vu des cas de succès spectaculaires de quelques entreprises qui ont vite réagi à la venue du Covid-19. Dans le secteur de la santé, l'accès limité aux infrastructures médicales et la pénurie du personnel qualifié en Afrique sont des défis constants. Alors, la question qui se pose, comment gérer ces risques? Euh, c'est, c'est vraiment le but euh, qu'on doit voir. Donc, tout d'abord, il faut établir une cartographie des risques. Cela consiste à identifier les risques propres au pays et au secteur. Si l'on prend par exemple l'exemple du Kenya, l'instabilité politique pendant des périodes électorales pourrait être un facteur de risque majeur. Par exemple, ces jours-là, il y a eu une annulation des vols vers le Mali. Et si on a vraiment un marché où on utilise le pont aérien pour acheminer des médicaments, par exemple, ou pour organiser des consultations, on est bloqué à cause de tout ça. Ensuite, il est essentiel de développer des stratégies d'atténuation des risques. Cela peut inclure la diversification. Euh, donc, il faut diversifier des investissements dans plusieurs pays de la région pour ne pas être trop dépendant d'un seul marché. Euh, on pense, comme a dit Christian, à avoir des partenaires locaux. Et donc, dans ce sens, il faut collaborer avec des entreprises ou des acteurs locaux qui permet non seulement de mieux comprendre le marché, mais aussi de gagner en légitimité et en notoriété. Il y a aussi le facteur s'assurer, donc avoir des risques contre les risques politiques et économiques. On peut souscrire à des produits d'assurance spécialisés qui peut protéger l'entreprise contre les risques majeurs. Enfin, on peut parler d'un plan
On parle de plan de continuité des activités, le PCA, qui est de plus en plus indispensable en Afrique. Il s'agit d'un ensemble de mesures préventives pour assurer la résilience de l'entreprise en cas de crise. C'est en d'autres termes, c'est un plan B pour l'entreprise pour pouvoir vraiment vite réagir. Pendant la pandémie, par exemple, de nombreuses entreprises ont dû ajuster leur modèle pour se concentrer sur le commerce en ligne. C'est bien, parfait, Simoras. Donc, non, en fait, c'est vraiment se préparer et prendre en considération les risques et même avoir un plan B et minimiser certaines choses en prenant par exemple le chemin des partenariats avant même une implantation physique, sauf si, comme a dit tout à l'heure Christian, pour la propriété intellectuelle et pour garder les rênes de l'entreprise. Dans certaines situations, on n'a pas trop le choix. Ouais, comment c'était le cas pour Witik? C'était quoi les principaux défis que vous avez dû surmonter, les critères qui ont guidé votre choix? Tout à l'heure, vous avez commencé à parler de quelques critères par rapport au choix des pays, mais il y a des éléments clés au fait qui favorisent des collaborations fructueuses sur place. Donc, comment ça s'est fait, toutes ces petites étapes pour vous? Micro, s'il vous plaît. On est un GIE, donc le choix a été fait en concertation avec toutes les membres. Nous, on avait une particularité, même si on est dans le domaine d'éthique, mais on avait 3 pôles d'activité. Un pôle EdTech et un pôle développement web et data et un autre marketing digital et communication. Donc, les activités et les pays cibles étaient différents pour chaque pôle. Donc, on a participé à des événements qui concernaient un seul pôle, comme on a participé à des événements aussi B2B qui concernaient tout le consortium. Donc, comprendre notre offre et vraiment la subtilité des différences entre les différentes entreprises nous a permis aussi de se positionner par rapport aux pays cibles. On a fait beaucoup de préparation. On a même fait des simulations. On s'est fait accompagner par des experts. On a fait des exercices, on a fait des feedbacks, on a fait venir des experts, des personnes qui sont allées déjà sur ces pays, donc un échange de la pratique, donc c'était un vrai travail de préparation. Aussi, lorsqu'on est allé sur place, on s'est fait accompagner, c'est très important, comme vous le dites, donc de préparer les réunions, les B2B, préparer le terrain. Donc ça, c'est très important parce qu'une fois sur place, on n'est pas on minimise, on ne va pas éliminer les surprises d'une manière totalement, mais quand même ça minimise les surprises qu'on peut avoir sur place. Aussi, je parle des défis de point de vue culturel. On vient d'un pays avec une culture plus ou moins différente. Chaque pays a sa propre culture, donc on doit s'adapter, on doit être prêt à quand même accepter les autres cultures et être ouvert. La spécificité d'éthique, c'est nous, en fait, on peut vendre et on peut vendre nos services à distance. Mais aller sur place, c'est un plus. C'est pour nouer des relations, pour identifier des relais, des partenaires locaux qui pourraient par la suite donc nous ramener des opportunités et travailler par la suite. On peut se déplacer pour rencontrer un important client, mais réellement, le projet peut être délivré totalement à distance. Ça, c'est mon cas
chez Aptitude, mon entreprise, on l'a fait, donc tout le projet, mais quand même, on se déplaçait juste pour rassurer le client, pour assurer les formations sur place. C'est important le contact en direct, mais le travail en lui-même, ça a été délivré à distance à 100%. Donc, voilà, donc ça, c'est la spécificité de notre domaine. Autrement, donc, comme Christian et moi l'ont mentionné, c'est aussi, on a la question de la propriété intellectuelle, la question, le risque aussi, qui n'a pas peut-être été mentionné, de se faire payer par la suite aussi, de non-paiement, le risque aussi de non-paiement même partiel, et qui peut mettre en péril donc l'entreprise, se renseigner, se faire accompagner. Et aussi, il y a une chose qui est très, très, très importante, c'est le feedback par la suite et le partage. On est un groupe et pas forcément toutes les personnes, donc on doit partager, faire un feedback, une réunion pour discuter de ce qu'on a vu, des éléments qu'on a pu identifier sur place et consigner ça dans un rapport ou dans un atelier. Cet échange-là va permettre à d'autres d'éviter certains problèmes, d'éviter certains points pièges, je dirais, dans l'avenir. Donc, c'est un process. Le partage, c'est très important. Donc, la prévention, la préparation et par la suite le partage, si je peux résumer mon Très bien, expérience. c'est très bien résumé et on est parti du même principe. C'est pour ça on essaye de bien préparer du coup tout le monde en amont et on va aller dans l'accompagnement et le partage du feedback suite au voyage immersif sur place. Donc c'est important que tout le monde partage son expérience et c'est pour éviter les erreurs, mais aussi pour faire gagner du temps à d'autres. Donc je passe à la dernière question de cette partie avec toi, Christian. Donc là, tout à l'heure, c'est des tendances vraiment très, très connues déjà dans le monde et très naissantes donc, sur le continent africain pour le domaine de la health tech, mais il reste une barrière toujours. Donc, c'est la partie réglementaire. Donc, il y a des pays qui ont des spécificités réglementaires, qui suivent des réglementations européennes ou internationales. Donc, pour une entreprise donc, dans le domaine de la santé, une entreprise tunisienne qui se voit bien donc, lancer des partenariats, des ventes sur des marchés tels que le Sénégal, la Mauritanie ou autres. Donc, comment elles doivent naviguer entre les différents paysages réglementaires, comment se préparer à ça? Oui, tout à fait. C'est vrai que pour une entreprise tunisienne qui veut se développer en fait sur le marché en Afrique subsaharienne, bon, déjà on a un paysage réglementaire qui est varié, qui est complexe et varié, parce qu'on n'a pas une uniformité au niveau de la réglementation. C'est pas par exemple comme on veut rentrer en Union européenne et puis on fait face à un corpus, à des tests de loi qui sont propres à un certain nombre de pays. Dans les pays en Afrique subsaharienne, ça va dépendre beaucoup de pays, des pays, mais il y a quelques points auxquels il faut faire attention. Moi, je dirais que le premier point, c'est peut-être faire une cartographie réglementaire. Parce que c'est important de réaliser une cartographie détaillée des réglementations dans chaque pays. Ça inclut les lois sur la santé, les normes de qualité, par exemple, les procédures d'enregistrement des produits, les règles d'importation, parce qu'en fonction d'un pays, en fonction des pays, c'est des données qui peuvent varier, donc c'est important d'avoir une cartographie. Ça peut même influencer les décisions d'installation. Donc, avoir une cartographie réglementaire. Il y a aussi un autre point sur les partenariats stratégiques. Tout à l'heure, on a parlé des différentes procédures ou stratégies d'entrée. Et là, c'est intéressant de collaborer avec des partenaires locaux qui connaissent bien l'environnement réglementaire. Ça évite de parfois se trébucher ou de se casser la gueule, tout simplement. Ces partenaires, ça peut être à la fois des entreprises locales, donc qui ont déjà une bonne compréhension de l'environnement, mais ça peut être aussi des cabinets juridiques qui sont spécialisés ou même des
consultants en réglementation sanitaire qui peuvent accompagner en fait de développement. L'autre point aussi, c'est le dialogue avec les autorités. Donc, il faut avoir une sorte d'engagement proactif avec les autorités, notamment les autorités de régulation. C'est important de discuter avec eux, de comprendre leurs exigences. Dans certains cas, ça peut même les amener à faire évoluer certaines de leurs réglementations. Enfin, tant qu'une entreprise n'a pas été confrontée à une difficulté, bon, les lois sont les lois. Mais c'est quand on se rend compte que la technologie évolue, les comportements des patients aussi évoluent. Et donc, dans certains cas, le dialogue avec les autorités de régulation dans les pays, même si dans un premier temps, quelque chose n'est pas du tout possible, dans un deuxième temps, ça peut l'être parce qu'on a engagé un dialogue avec les autorités. Il y a aussi un sujet sur l'adaptation des produits et des services. C'est important d'être prêt à adapter l'offre pour répondre aux spécificités réglementaires de chaque marché. Et ça peut impliquer des modifications sur les produits, sur les process, parfois juste sur la manière de commercialiser le produit. Donc, c'est aussi des points à regarder. Et il faut aussi avoir en tête qu'il faut tout le temps être dans un système de renforcement de capacités, donc investir dans la formation du personnel local, notamment sur ces aspects réglementaires-là, qui évoluent dans le temps. Donc, ce n'est pas parce que à un moment donné, on coche toutes les cases par rapport à la réglementation, qu'on est conforme, qu'à un instant T plus 1, on est toujours aussi conforme. Donc, c'est important de se tenir en fait à jour par rapport à ça, parce que c'est des réglementations qui évoluent, il faut être en capacité de s'adapter de façon continue. Peut-être un point en termes de recommandations aussi, c'est d'avoir une approche progressive. C'est toujours plus intéressant de commencer à s'implanter sur des marchés avec des réglementations qui sont plus proches de l'environnement dans lequel on est, parce que ça évite de devoir faire le grand écart d'une réglementation à une autre. Et donc, ça permet de commencer progressivement et donc de rentrer déjà dans une logique d'adaptation avant d'aller sur des marchés où la réglementation est complètement différente par rapport à son premier marché domestique. Et peut-être pour finir, être aussi dans tout ce qui est initiative régionale, tout ce qui est harmonisation réglementaire au niveau régional. Donc, ne pas juste se contenter d'avoir une activité, d'être dans son couloir, en quelque sorte, de se dire, OK, bon, moi, j'ai un produit ou un service à distribuer, je me contente juste de faire ce que je dois faire. Et ben, je ne m'occupe pas de tout ce qui concerne les autres aspects qui sont liés en fait à mon sujet. Donc, c'est important de participer parce qu'on peut réussir comme ça aussi à influencer des réglementations, à se faire connaître des autorités, à être dans des groupes de discussion, etc., etc. Donc, voilà quelques points que je pourrais recommander éventuellement à des entreprises tunisiennes qui essaient de s'implanter dans différents pays en Afrique subsaharienne. Super. Donc, vraiment regarder du plus proche, du plus simple, avant de faire le grand écart, et parce que ça prend du temps aussi, les dossiers réglementaires. Donc, de prendre les choses peut-être en amont aussi, de se préparer en amont et de ne pas se dire le jour quand on décide de partir sur un marché, de se préparer juste quelques mois avant. Et peut-être être complémentaire à des solutions existantes, et ça simplifie la collaboration et le partenariat avec des gens qui maîtrisent aussi le domaine. Donc, merci Christian par rapport à ce point. Donc là, rapidement, on va essayer de répondre maintenant du tac au tac aux questions en deux minutes pour le troisième axe qui est l'adaptation, l'évaluation et l'ajustement. Parce qu'on a parlé de la préparation, de la connaissance du terrain. Donc là, ça y est, on a les bagages. Donc à la main, on va y aller. Donc Rouaïda, une fois qu'on commence vraiment à se lancer dans cette aventure-là, c'est parmi tous les défis qu'on a cités, les plus importants peut-être à commencer à mettre en avant. Est-ce que c'est la stratégie marketing? Est-ce que c'est le modèle économique? C'est quoi le point imminent sur lequel on doit vraiment se lancer pour partir à cette aventure? Il y en a plusieurs.
Mais peut-être je citerai, une fois on y est, il faut utiliser, d'après mon expérience, par exemple, on n'a pas cité la veille commerciale, l'importance d'une veille commerciale. Même si on est à Tunis, on peut obtenir des projets, on peut remporter des appels d'offres tout en étant basé à Tunis. Donc là, c'est très important de réfléchir, de professionnaliser cette fonction dans l'entreprise et de mettre les ressources et les moyens pour la veille. Donc, veille, comme a dit Christian, sur tout ce qui est réglementaire, mais la veille commerciale, les tendances, la technologie, les concurrents sur place, c'est très important de réfléchir par rapport à ça. Un JE, ça permet de mutualiser nos moyens et de faire ça ensemble. Ça, c'est un point très important pour nous. Une fois sur place, une fois on a sauté le pas et on est allé et on a commencé, la taille de l'entreprise et la capacité de répondre à des demandes particulières, à des adaptations par rapport aux services qu'on propose, c'est très important. Moi, je parle du vécu là. Donc, je partage avec vous le vécu d'une entreprise. Là, c'est bien d'y aller, de remporter de revenir avec des contacts, des prospects, de faire des calls et tout. Mais il faut être préparé à changer notre offre, à s'adapter, à être réactif. C'est pas toujours très facile. Si on est vraiment une équipe qui n'est pas très grande, là, c'est un défi. Donc, il faut être préparé à cela et ne pas aller par la suite. On peut donc passer à côté d'opportunités importantes si on n'est pas bien préparé à répondre, à consacrer l'effort nécessaire pour faire le suivi des relations qu'on a pu nouer sur place. Voilà, c'est très important. Là, c'est un feedback de notre expérience. L'export collaboratif, entre guillemets, c'est bien pour nous, les femmes, je pense. C'est pour les hommes aussi, je suppose, mais c'est de notre expérience. Ça nous permet d'aller ensemble, de ne pas, parce qu'il y a quand même qu'on ne veuille ou pas, on n'est pas, on est moins peut-être motivé à aller vers d'autres marchés, vers l'Afrique subsaharienne. Mais le fait qu'on était ensemble, c'était c'est-à-dire un moteur pour nous toutes et on s'est donc motivés pour aller ensemble et c'était une très belle expérience, je pense. Voilà. Très bien. Ensemble, on est plus fort. C'est important. Déjà dans l'entrepreneuriat, avoir du soutien, c'est important parce que c'est les montagnes russes. On flanche souvent. Il faut remonter la pente et continuer. Donc, pour partir dans une nouvelle aventure, donc c'est aussi important d'avoir du soutien, de se sentir entouré, d'être accompagné par des experts, mais aussi par d'autres personnes qui sont dans la même optique et qui veulent le même challenge. Mais c'est super. Donc là, je vais finir avec une question avant de vous demander un mot de la fin. Donc là, je me tourne vers vous deux, Christian et Moaz. Une fois implantées, les valises posées. Et là, donc, on est en train de réfléchir comment vraiment continuer la pérennité de l'activité, s'adapter à l'évolution du marché. Comment on se prépare à ça, comment on met les étapes et comment on évalue si on doit ajuster la stratégie. Parce que là, on a préparé en amont, on a commencé à avancer pas à pas, mais une fois sur place, une fois le partenariat est lancé, comment en fait assurer cette pérennité, s'adapter et continuer pour prospérer rapidement, s'il vous plaît. Donc, je passe la parole à Moaz et après à Christian. Tout d'abord, je veux prendre le relais de ce qu'a dit Madame Wade et de mettre l'accent sur la veille concurrentielle et la veille commerciale, qui est extrêmement importante en Afrique. Et je veux
je veux attirer l'attention de tous que l'information est de plus en plus très disponible. J'insiste bien que l'information est très disponible. Par exemple, pour l'accès aux appels d'offres et aux appels à consultation, la politique en Afrique subsaharienne, c'est que tous les appels d'offres sont accessibles à tous. Il y a des sites où on trouve ça. On n'a pas besoin de les acheter ni de se déplacer. Donc, tout ça est très accessible et il faut le faire. Il faut vraiment mettre une cellule euh, pour faire la veille concurrentielle et faire la veille commerciale. Pour revenir à votre question, là, on va parler de comment assurer la pérennité de son activité. C'est bien ça. Exactement. Et est-ce D'accord. qu'il faut faire des pivots parce que se préparer en amont, lire les datas, l'étude de marché, prendre les premiers contacts, c'est quelque chose. Mais une fois Oui, qu'on veut pérenniser tout ce travail, comment se préparer à ça aussi? d'accord. Pour moi, le premier point est de continuer à innover. Euh, Comme vous savez, l'innovation ne s'arrête pas. Et celui qui s'arrête dans l'innovation, il va perdre du terrain parce que c'est dans notre vie et ces jours-ci, l'innovation est extrêmement importante. Donc, l'innovation n'est plus un luxe, mais c'est une nécessité pour rester vraiment compétitif. Prenons l'exemple des fintech, par exemple, qui ont complètement révolutionné le secteur bancaire en Afrique de l'Est. Ils entrent avec un produit et au fil du temps, vraiment, ils doivent innover pour pérenniser. Ensuite, un point sur lequel j'insiste, il faut vraiment former le personnel local. Il faut penser à former le personnel local et à renforcer les relations avec les parties prenantes locales. C'est un point extrêmement important pour évoluer et pour ajuster son offre. Et j'attire l'attention sur un point là-dessus, c'est que ce que je conseille généralement à mes clients, c'est de commencer à recruter des étudiants de l'Afrique subsaharienne qui font leurs études en Tunisie pour les prendre en stage et pour vraiment se familiariser avec la culture africaine qu'on ignore parfois dans des entreprises et que ces gens-là, le jour où ils pensent retourner chez eux, ils seront les meilleurs ambassadeurs de votre produit ou de votre service. Donc, c'est une préparation en amont à laquelle il faut vraiment penser. Donc, les talents locaux sont un atout précieux pour réussir sur le long terme. Euh, on peut avoir vraiment un ambassadeur qui est fidèle à votre marque ou à votre service. Par exemple, un développeur web peut avoir vraiment son ambassadeur dans son pays et c'est vraiment le meilleur vendeur qui puisse lui être. Pour ce qui est de l'évaluation des performances aussi, il faut suivre régulièrement des indicateurs de performance. Il faut avoir des KPI très clairs, brefs et concis, des études de marché fréquentes permettent aussi d'ajuster l'offre en fonction des besoins des consommateurs. Par exemple, si un produit ne répond pas aux attentes locales, l'entreprise doit suffisamment être flexible pour l'adapter. Et là, on revient encore une fois à la veille concurrentielle et pour vraiment adapter le produit qu'on a. L'anticipation est très importante. Il faut vraiment être préparé pour anticiper. Et il faut penser à l'intégration locale, que ce soit en produit ou en service. On ne peut pas être toujours des exportateurs de produits ou de services. À un certain moment, on doit être présent localement. Et d'ailleurs, la politique africaine, quand on dit africaine, du moins la zone qui est proche de nous, l'Afrique subsaharienne, ont vraiment un axe de développement très clair. Il faut intégrer localement, il faut travailler sur le territoire subsaharien pour pérenniser et pour vivre longtemps. Très Voilà, c'est ce bien, que je merci, trouve. Monsieur Moaz. Christian, Oui, un complément? oui, éventuellement, je pense que les points de M. Moïse sont extrêmement justes. Peut-être un point sur tout ce qui est engagement communautaire. Je pense qu'au-delà de l'activité, parce qu'on est là pour faire du business, mais au-delà de l'activité, c'est important aussi d'avoir un engagement communautaire.
ça dépend de la taille de l'entreprise. Hein. Certaines entreprises ont des politiques RSE ou ce genre de choses, mais il faut avoir un engagement communautaire. C'est aussi un moyen de contribuer en fait au développement des communautés dans lesquelles là où on est établi en quelque sorte. Et je vais peut-être insister aussi sur la capacité à se diversifier stratégiquement en fonction du marché sur lequel on est. Parce que bon, on est sur un segment de marché, mais il faut être aussi en capacité d'être en étant à l'écoute des besoins, parce qu'on est venu parfois avec un produit, on est venu avec un service, en étant à l'écoute des besoins du marché, on peut être aussi amené à développer de nouveaux produits ou de nouveaux services qui n'étaient pas forcément des produits ou des services qu'on développait à la base, mais qui peuvent, dans un deuxième temps, être des produits ou services qu'on va utiliser pour continuer à se développer sur des marchés similaires, parce qu'on a su écouter les besoins du marché sur lequel on s'est implanté. Et j'insiste, Monsieur Moise en a parlé, j'insiste beaucoup sur la flexibilité et l'agilité, parce que, bon, c'est le marché qui décide, c'est le marché qui gouverne, c'est le marché qui oriente. Donc, on vient avec des orientations, des dispositions, des convictions. Après, il faut juste écouter son marché, être en capacité de s'organiser, de s'adapter suffisamment pour répondre aux besoins de son marché. Il y a un point qui n'est pas mentionné, qui n'est pas lié à ça, mais que je vais aborder rapidement. Je pense que notamment pour les entreprises tunisiennes, mais pas que, enfin Tunisie, Maroc et d'autres, la plupart des pays au niveau du Maghreb, il y a quelque chose que moi je remarque très souvent quand ils sont en train de vouloir se développer en Afrique subsaharienne, ils ont tendance à dire je vais aller en Afrique ou je vais me développer en Afrique. Et parfois, moi, je leur demande, OK, vous êtes où en fait? Vous êtes en Europe, c'est ça? Donc ça, c'est des petites choses aussi auxquelles il faut faire attention parce que quand on a une entreprise tunisienne, OK, on veut se développer en Afrique subsaharienne. C'est important de préciser parce que sinon, ça donne l'impression que, OK, nous, on n'est pas en Afrique et vous êtes en Afrique et on va se développer en Afrique. Voilà. Non, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est aussi le fait que ces marchés-là ont été longtemps tournés vers l'Europe et longtemps tournés vers les États-Unis. Quand on parlait export, on le voit avec les entrepreneurs, quand on leur dit, est-ce que vous avez pensé à l'exportation? Et la tendance était vraiment l'Europe, l'Europe, l'Europe. Et là, de plus en plus, on se tourne vers l'Afrique subsaharienne, mais ils utilisent juste le premier mot, mais oui, c'est évident. Merci pour la précision. Le dernier mot de la fin. Donc, chacun d'entre vous, je vais vous demander quelques conseils, en quelques mots, vraiment, comme ça, on peut les retenir à tous ces entrepreneurs qui souhaitent se lancer à l'entrepreneuriat. C'est quoi le conseil que vous leur donnez? Je commence par Madame Houaïda, honneur aux femmes. Le conseil que je me donne et que aussi, hein, c'est toujours être dans une quête d'amélioration continue de son offre. Parce que, comme ça a été mentionné, l'innovation, c'est très important. Si notre produit ou notre service n'a pas une valeur ajoutée, donc il n'y a pas une chance de réussir, hein, c'est clair. Donc, mais en même temps, ne pas avoir des appréhensions, aller voir d'autres marchés et collaborer aussi. Donc, aller ensemble, j'arrête pas de répéter ça parce que je l'ai vécu, je l'ai testé. Et croire en soi et croire en son offre et travailler, c'est l'acharnement, bien sûr, en suivant des méthodes, des approches, en s'entourant de conseils, d'experts, en s'informant, en se formant toujours et tout le temps. Donc voilà, allez-y, on peut. Donc on a la et aussi l'autre. Donc l'autre et il faut pas oublier que c'est aussi dans les deux sens. C'est nos partenaires, les autres pays, c'est des entreprises qu'on peut développer ensemble, d'autres produits, sur d'autres marchés. Donc collaborer ensemble au sein de l'Afrique, je dirais voilà.
Très bien, merci. Christian? Merci. Moi, je Monsieur le dirais, conseil? oui, peut-être trois points. Je dirais, faites vos devoirs. Faites vos devoirs parce on a parlé de beaucoup de choses là, enfin, des précautions à prendre, des études à faire. C'est important d'investir du temps dans une très bonne compréhension du marché avant de s'implanter. Il y a des opportunités, il y a des défis aussi. Mais le fait d'avoir une très bonne connaissance, une très bonne préparation, d'être dans des dispositifs comme le programme Espan Africa ou d'autres, ça permet aussi de se préparer suffisamment. Donc, faites vos devoirs. Hein, voilà. Le deuxième point, c'est soyez patient et persévérant. Donc, moi, je dirais l'internationalisation, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut prendre du temps, il ne faut pas du tout être dans des logiques où on se dit, ben, si je commence pas à avoir des bénéfices ou à avoir un retour sur investissement dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est pas la peine. Il faut vraiment s'inscrire dans la durée. Parce que on a beaucoup d'entreprises qui s'installent dans des pays et qui ont des business plans qui sont tels que ben, si dans 3 ans, on ne commence pas à observer un retour sur investissement, bon, on se dit que c'est pas intéressant de rester, alors qu'il faut vraiment se dire, est-ce qu'il y a un marché, est-ce qu'il y a un besoin? Si oui, on est là dans la durée, donc il faut l'anticiper. Et peut-être le dernier point, c'est respecter les différences culturelles, parce que ça, c'est absolument indispensable. C'est souvent un facteur d'échec. Il y a autant de nuances culturelles que de pays, que d'environnements. Et donc, c'est important, même dans une démarche on veut se développer en Afrique subsaharienne, ben, si on va en Mauritanie, c'est pas pareil que quand on va au Sénégal, c'est pas pareil que quand on va en Côte d'Ivoire, c'est pas pareil que quand on va au Ghana, au Bénin, au Nigeria. Donc, il faut vraiment se dire, chaque pays, c'est un nouveau défi, un nouveau défi réglementaire, de nouveaux défis culturels, une nouvelle manière de travailler. Et c'est autant d'éléments qu'il faut intégrer dans sa réflexion. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ces précieux conseils. Monsieur Moise, le mot de la fin, le dernier conseil. D'accord. Donc, pour rejoindre ce qu'a dit Christian, déjà, il y a une différence culturelle entre nous, la Libye et l'Algérie qui sont vraiment juste à côté. Quoi dire des différences culturelles entre nous et nos frères en Afrique subsaharienne? Il y a toute une différence. Il faut vraiment adapter la culture, le produit et le service aux spécificités et aux particularités des pays. Moi, ce que je voulais dire, c'est que développer ou s'internationaliser plus précisément sur notre continent africain, pour nous, Tunisiens, n'est plus un choix. Moi, je dirais que c'est vraiment une obligation. Pour résumer les points, les conseils clés que je peux donner, faut vraiment étudier le marché. Prenons le temps de bien comprendre les dynamiques locales et les besoins spécifiques. Il faut vraiment prendre le temps pour faire ça. Cela peut vous éviter de commettre des erreurs coûteuses et vraiment très coûteuses. Il faut diagnostiquer aussi votre structure, ce qui est un point fondamental pour moi. Il faut diagnostiquer votre entreprise et soyez sûr d'avoir les moyens pour aller à l'international. Parfois, il y a des entreprises ou des structures qui tiennent à développer à l'international alors que vraiment, ils n'ont pas vraiment les moyens pour aller, que ce soit en offre ou en moyens financiers. Pour créer des partenariats locaux, ils sont essentiels pour réussir. Il faut avoir des partenaires dans le pays cible. Ils vous donnent accès à un savoir-faire et à un réseau inestimable et vraiment, ils vous font gagner beaucoup de temps pour connaître les différences culturelles et pour adopter le produit. Il faut être flexible. Très bien. Le marché africain évolue et la capacité d'adaptation est un véritable atout. Ce que je veux dire comme dernier point, préserver et surtout penser à être accompagné par un professionnel de l'internationalisation pour gagner du temps et de l'argent, tels que les conseillers en exportation dont je fais partie. Euh, c'est juste pour parler d'un point, parce que les gens ne connaissent pas qu'il y a un corps. Il y a un corps en Tunisie qui regroupe 46 consultants. C'est un petit corps, mais c'est des consultants qui peuvent vous faire gagner du temps et de l'argent dans votre processus d'internationalisation. Et merci.
Très bien, merci beaucoup. Je ne vais pas trop vous retenir. Il y a deux questions qu'on va essayer d'y répondre rapidement, posées par quelques personnes qui assistent à ce webinaire. Donc, la première question de Monsieur Fakhri. Donc là, ça s'adresse à vous, Monsieur Ammar, Monsieur Moaz. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous communiquer les liens des sites où nous pourrions consulter les appels d'offres en Afrique subsaharienne. Là, c'est pas une question, c'est une requête. Donc, en fait, on se rend compte de plus en plus que les gens sont preneurs d'informations et qui ne savent pas où aller chercher l'information. Lors des derniers webinaires, on a partagé quelques pistes, quelques sites. Donc là, Monsieur Farley, je vous recommande de revoir sur la page d'Expan Africa, il y a les vidéos. Donc, des derniers webinaires, il y a aussi des sites, des recommandations. Et on ne manquera pas de partager avec vous. Je ne sais pas si Monsieur Moaz, vous avez quelques noms là rapidement. On peut Oui, les c'est clair. taper pour les partager avec eux. Vous allez en bref, dans les pays de l'UEMOA, c'est une zone qui regroupe 8 pays. Il y a une règle. Dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle l'Agence de régulation des marchés publics, ARMP. Donc, si vous tapez ARMP ou Agence de régulation des marchés publics Sénégal ou Mauritanie, bon, la Mauritanie c'est autre chose, mais elle a une ARMP, vous allez trouver un site, c'est presque le même site dans tous les pays, où il y a toutes les informations, tous les appels d'offres, les appels, il y a ce qu'on appelle la spécificité dans ces marchés, il y a les plans de passation de marché, c'est-à-dire chaque 2 janvier de chaque année, chaque département de l'État publie tous les appels d'offres, les appels à candidature et les consultations qu'ils vont faire sur toute l'année. C'est-à-dire, pour chaque entité, ils peuvent vraiment avoir une vision sur toute l'année, ce qui va se passer dans ce pays-là. Donc, retenez bien, il y a l'ARMP, Agence de régulation des marchés publics, et presque dans tous ces pays-là, il y a une agence dans chaque pays. C'est un projet Donc qui a là, été c'est financé par la communauté africaine, par l'UEMOA, et donc ils ont poussé tous ces pays-là à vraiment publier l'information j'insiste, elle est gratuite et elle est accessible à tous. très bien, merci. Donc là, c'est par rapport au marché public. Après, pour les marchés privés, de toute façon, il faut vraiment creuser et on va partager avec vous, en tout cas pour les deux pays sur lesquels on va focaliser, la Mauritanie et le Sénégal, plus de spécificités, plus Je peux vous donner d'informations. même les sites, je peux vous donner les sites en note pour les deux pays. Il y a armp.mf pour la Mauritanie et il y a marchépublic.sn pour le Sénégal. Vous Super, avez merci beaucoup. ces deux sites-là. Parfait. Là, je passe à la dernière question pour ne pas retenir tout le monde. C'est par rapport, Christian, je pense, ou Madame Wade, si vous avez aussi la réponse, ou Monsieur Moraz, par rapport aux tendances des compléments alimentaires. Christian, question, elle est arrivée Ouais. juste après les informations que vous avez partagées avec nous pour les tendances. Donc là, c'est quelqu'un qui s'intéresse à ce marché-là et la question dit, la tendance des compléments alimentaires en gélules, gummies, poudres et autres comme l'ashwagandha, je ne sais pas si je prononce bien, moringa, magnésium, les shots de collagène, sont en train de gagner une bonne part du marché en Tunisie et dans le monde. Taux de croissance de 9% annuel. D'où je voulais demander si c'est le cas en Afrique subsaharienne. Ouais. Oui, vous savez, enfin, on assiste à une urbanisation croissante. Il y a une sorte d'adoption des modes de vie occidentaux, les réseaux sociaux. Enfin, c'est beaucoup de choses qui sont communiquées sur Instagram. Donc, on observe aussi cette tendance-là. Il y a aussi une sorte de besoin d'utiliser des produits naturels, des produits moins chimiques. Donc, oui, c'est une tendance. Moi, je n'ai pas de chiffres précis par rapport à ça. Mais je pense que l'effet des réseaux sociaux, la communication qui est faite, et aussi suite à la pandémie, il y a eu un besoin aussi de se rapprocher de produits beaucoup plus naturels. Donc oui, c'est des produits qui, enfin moi je connais pas l'ashwagandha, mais je sais que le moringa par exemple, il y a une très très forte tendance dans pas mal de pays autour du moringa. Il y a beaucoup d'autres pays produits aussi dans le même style qui sont
qui sont très demandés, la spiruline par exemple. Enfin voilà, il y a des produits de ce genre. Donc oui, c'est une tendance qui est très forte et qui voudrait que les produits plus naturels soient beaucoup plus bénéfiques pour la santé que les produits chimiques. Et je pense qu'Instagram n'y est pas pour rien. Très bien, L'information parfait. que Donc, j'ai, oui, Wafé, pour l'information que j'ai en matière, bon, je vais parler côté réglementaire, c'est que les compléments alimentaires sont soumis à une réglementation et donc on ne peut pas vendre les compléments alimentaires sans passer par une agence il y a une agence de réglementation qui vous donne l'autorisation de vendre ces produits-là, comme le cas pour les médicaments. Donc il y a une réglementation pour les compléments alimentaires et il y a une réglementation pour pour les produits pharmaceutiques. Euh, on ne peut pas aller vendre ces produits-là à des clients potentiels en Afrique sans pour autant passer par cette agence de réglementation. Donc, il faut avoir l'autorisation de vente de ces produits-là pour pouvoir faire l'approche commerciale ensuite. même si c'est des produits naturels, même si ça Oui, a oui, 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 le oui, label bio, tout ça? oui, 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 ça D'accord. passe. D'ailleurs, je vous donne un chiffre pour pour chaque produit, pour chaque référence de produit. Il y a toute une procédure. Euh, j'ai la norme. Il y a toute une procédure qui Le, prend entre 3 et 6 mois et on doit payer l'équivalent de 500 euros par référence pour avoir l'autorisation de mise à la bon, consommation. ça va. Bon, bah, Il y a ça va. 300 000 euros à Ça payer. fait moins peur qu'un médicament, ça va. Donc, Pour les si c'est médicaments, possible, Monsieur Moraz, de c'est partager 800 euros pour les médicaments. le nom de l'agence dans le chat, c'est demandé par Monsieur Rafiq. Donc, le nom de l'agence pour la réglementation des compléments alimentaires pour les pays africains subsahariens. Donc, je ne sais pas si c'est Oui, oui, commun à tous ou si oui, c'est oui, par région, par zone. non, Je sais par exemple pour la c'est- Tunisie, malheureusement, la loi pour les compléments alimentaires, elle n'est pas encore signée. Donc, elle est soumise depuis quelques mois déjà. Et de toute façon, on part vers une tendance réglementée pour ce marché-là. Et de plus en plus de personnes font très attention aux procédures donc, de production des compléments alimentaires et des produits naturopathie. Donc, de la naturopathie telle que les plantes, avec du coup le tampon bio qu'on peut avoir ici en Tunisie avec une agence qui peut le donner aussi. Donc, merci à tous. Donc, on voilà, partage avec vous le maximum d'informations. vous avez le Donc, nom, c'est l'agence, afp.sn. c'est laarp.sn. Merci C'est beaucoup, l'agence de ARP. réglementation des produits pharmaceutiques. Oui. Merci, parfait. Merci à tous. Merci pour votre présence, pour votre participation. Merci, cher expert, pour votre disponibilité. On va donc, de toute façon, ça va être accessible sur nos pages, sur notre chaîne, bientôt sur notre plateforme Expan Africa. Et on va partager le résumé de vos recommandations rapidement avec tous nos followers pour rester dans les termes de Insta et de Facebook et LinkedIn. Donc, merci beaucoup. Shem, je te repasse la parole et à très vite. Merci à tous. Alors, je vais juste partager donc le prochain webinaire. Donc, ce sera le dernier webinaire de la série donc, les mercredis d'export qui vont aborder l'internationalisation en général. Et donc, ça va porter sur les aspects juridiques, logistiques et fiscaux de l'internationalisation. Donc, ce sera pour le mercredi 9 octobre. Et à la suite de ce webinaire-là, on va partir dans les webinaires Focus Pays, donc Focus Sénégal et Focus Mauritanie. Et donc, pour les entreprises qui sont en train de nous suivre, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. L'appel est ouvert jusqu'à lundi prochain seulement. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore postulé, il faut faire vite. Il faut aller donc sur nos pages. Il y a le lien. Il suffit d'entrer et de mettre toutes les infos nécessaires et de candidater pour pouvoir nous rejoindre dans cette belle aventure qu'est Expan Africa. Et voilà. Et toute l'équipe reste disponible. Si vous avez la moindre question, on est disponible. Il suffit de nous envoyer un message. Voilà, merci à tous. Merci à Merci. tous. Très belle Merci. soirée. À très vite. Au revoir.